Beer basket. Mehdi, merci de nous recevoir, c'est gentil de nous accorder de votre temps. Question essentielle chez nous, comment ça va? C'est une belle question essentielle. Ça va très bien, très bien. Très content de revenir de mes différents voyages. Très content de parler basket aujourd'hui avec vous. Justement, depuis que vous n'êtes plus au CSP, on vous voit très actif avec plein de voyages. Ça semble justement quelque chose de fondamental pour vous de voyager? Ouais, deux raisons. Déjà, je pense qu'on se forme tout au long de sa carrière, on se forme tout au long de sa vie, et aller voir comment travaillent d'autres entraîneurs, comment ça fonctionne ailleurs, c'est quand même un très bon moyen de se former, d'apprendre. Et puis juste, j'adore. Voilà. C'est aussi une chose importante. Il y a très longtemps, quand j'ai fait ma dernière année de joueur en Espagne, et je me rappelle prendre un aller-retour entre Malaga et Barcelone en Vueling, les compagnies low cost, juste pour regarder un match. Je suis reparti juste après. J'ai été voir, avant même d'être entraîneur en équipe de France, entraîneur assistant en équipe de France, j'ai été voir 4-5 championnats d'Europe. Juste voilà, je prenais un billet d'avion, un hôtel pas loin de la salle, je regardais 4-5 jours de compétition et je repartais. Et j'ai toujours fait ça, j'ai fait ça depuis toujours, et encore cette année aux États-Unis avec les Jazz, et puis là le dernier périple en Espagne, à Madrid et à Barcelone. On va aborder tout ça pleinement, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir coach? J'étais joueur jusqu'en la saison 2005-2006. J'avais choisi d'aller vivre en Espagne, de jouer en Espagne dans l'équipe satellite de Unicaja Malaga, le club qu'on connaît. Donc je jouais en EBA, en LEB, et en même temps je passais mes diplômes d'entraîneur. Et puis tous les jours j'assistais aux entraînements de Sergio Scariolo, entraîneur de l'équipe pro de l'époque avec Unicaja Malaga, qui avait été champion cette année en battant Vitoria de Duško Ivanović. J'adorais ce que je voyais au quotidien, ça me plaisait. Je passais mon diplôme d'entraîneur en même temps, le BE2, à l'époque c'était le BE2. Et puis je l'ai eu plutôt avec brio, donc ça a fini de me motiver de dire je veux être entraîneur à temps plein. Avant ça, j'avais été 2 ans entraîneur de U15 élite en championnat de France, donc des Minimes France. Et ça me plaisait, je voyais que le samedi soir mon match était fini, et tout de suite la fin du match, dès la fin du match, je pensais à mon match du lendemain en U15 élite, et ça me plaisait. Donc transmettre, c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis très curieux, donc ça aussi, ça nourrit le fait de ce métier-là, ça nourrit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de questionnements, ça touche à de la technique, à du management, à de la planification, à de la stratégie. Donc voilà, ça m'emballe, ça me plaît. Vous m'avez devancé tout à l'heure sur une question que j'avais. Il y a une anecdote qui revient souvent, c'est ce fameux voyage pour aller voir Aito Garcia-Reneses face à Bozidar Maljković. Ça semblait tellement important pour vous. Quelle idée vous avez eue de voyager comme ça d'une traite pour aller voir ce match précisément? Quand j'étais à Malaga, j'habitais juste entre le Palacio Deportivo Martin Carpena, la salle, et le centre d'entraînement du centre de formation. J'habitais juste au milieu, donc je passais mon temps entre l'un et l'autre. Et ce qui est génial en Espagne, c'est sans avoir le câble de satellite ou je ne sais quoi, les matchs étaient diffusés le dimanche. Donc à 12h30, on voyait un match Barça-Madrid, etc. Et puis un jour, il y avait un match un soir, le Unicaja, et puis pas de match le dimanche, si ce n'est celui-là qui était télévisé. Badalone avec Aito Garcia-Reneses, avec Ricky Rubio, avec Rudy Fernandez, et en face donc Bozidar Maljković. À l'époque, son assistant, si je me souviens bien, c'était Johan Plaza, et dans l'équipe, il y avait Rakočević. Et donc je me suis rendu compte que voilà, avec Vueling, des compagnies low cost, c'était le début des compagnies low cost, on pouvait se déplacer, aller voir un match. J'ai dit super, j'y vais. J'ai regardé, j'ai pris le bus pour aller à l'aéroport de Malaga. Je suis allé voir ce match-là, et c'était super de voir ça en live, de voir que derrière l'image autoritaire de Maljković, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans le relationnel avec les joueurs, et ça c'est bien d'y être. D'être de visu, c'est comme ce que j'ai fait avec Saras, c'est de voir, d'être derrière le banc pour un match, et j'étais au premier rang et j'ai pu voir qu'est-ce que c'est le comportement d'un de ces entraîneurs-là, au-delà des highlights d'entraîneurs qu'on peut voir à la télé. Ouais, ça me plaisait,
et puis instructif. Et comme je vous disais, j'adore. Donc en même temps, des fois, c'est difficile de trouver des explications rationnelles avec juste quelque chose que j'adore. Et ça m'a plu aussi de voir Rudy Fernandez briller à la fin de ce match-là. Ça m'a plu de voir à quel point Rakočević il avait été nul tout le match. Pourcentage de réussite très faible, mais il a continué de tirer tout le match. Et le match d'après, il avait fait un carton. Je n'ai pas les chiffres, vous les trouverez peut-être. Mais le match d'après, il avait fait un carton et ça m'a montré à quel point les joueurs de cette trempe-là, même s'ils sont face à une difficulté, ils continuent et ils répondent le match d'après. Vous avez parlé de Sergio Scariolo comme un coach qui a eu une importance pour vous, mais justement, quels coachs, avec un S, ont eu de l'importance pour vous et une influence sur le coach que vous êtes aujourd'hui? Premier, Pierre Vincent. Ok. Aucun doute. Pierre, il a écrit sur le basket, et donc moi qui étais jeune entraîneur en formation, je me rappelle mon entraîneur de l'époque, c'était Olivier Badi, quand j'étais à Gris au Bureauphone, où je commençais à entraîner, et il m'avait donné une équipe, donc Minime France, et il m'avait donné un bouquin de Pierre Vincent, le premier bouquin qui a été fait par Pierre, méthode d'entraînement. Et waouh, génial. C'est-à-dire que moi qui étais joueur en des divisions intermédiaires, mais qui avait un cursus en centre de formation, que ce soit à Toulouse en Pro A ou à Rouen en Pro B. Donc ce qui me manquait, c'était juste d'arriver à savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner, avant quoi, comment, et pas juste avoir un vécu de joueur et donc reproduire les exercices que mes entraîneurs précédents avaient fait sans savoir nécessairement pourquoi, sans connaître des détails. Et donc les bouquins de Pierre, ça m'a formé au départ parce que c'est de la méthodo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, pourquoi, et comment on construit un programme, qu'est-ce qu'il faut savoir maîtriser en premier, puis en deuxième, etc. Donc c'était super pour moi ça. Et puis après j'ai eu l'opportunité de travailler avec Pierre à l'Asvel. Donc c'est quand même le premier entraîneur qui m'a influencé. Damien Leroll, j'étais assistant de Damien à Fribourg en Suisse pendant 7 ans. Sur ce que c'est la charge de travail, ce que c'est le professionnalisme, ce que c'est le management des hommes. Avec Damien, j'ai quand même beaucoup appris sur ça. Obligatoirement avec Fred Crapez en équipe de France. Voilà, il m'a donné l'accès avec la DTN, avec Alain Contenceau, Jackie Comer, à avoir accès à être dans un staff d'équipe de France. Donc on a eu médaille de bronze à l'Euro 2018 à Riga, l'Euro U18 à Riga, pardon. On a eu la médaille de bronze au Mondial U19 en Grèce. Ouais, c'était 2 belles expériences. Donc Fred, j'ai beaucoup appris sur l'exigence envers les joueurs, l'exigence au quotidien, la variété des situations pour maintenir les joueurs éveillés. C'est quand même des entraîneurs qui m'ont beaucoup appris sur ça. Et puis après, je me nourris beaucoup. L'année dernière, j'ai regardé tous les matchs de Saras, tous avec Barça, que ce soit en championnat ou en Euroleague. Et puis maintenant, je regarde beaucoup Pedro Martinez, ça me parle beaucoup. Je regarde beaucoup Rodrigo Pastore à Chemnitz en Allemagne. C'est un entraîneur que je connais depuis quelques années, c'est top. Et puis, comme toujours, Vincent Collet, évidemment, parce que c'est quand même la crème de la crème dans ce qui se fait en France. Ce que fait Laurent Le Niam depuis toutes ces années, c'est quand même très, très intéressant. Donc il y en a beaucoup, je vais citer, je pense quelques-uns. La question tombe presque sous le sens, mais vous êtes un gros consommateur de basket, j'imagine. Ouais. C'est quelque chose que... Est-ce que vous arrivez à regarder un match par plaisir ou il y a toujours un petit angle analytique derrière? C'est une bonne question. Déjà, je ne regarde pas que des matchs. Je regarde beaucoup de reportages sur les entraîneurs. Énormément, à peu près tout ce qui passe partout. Voilà. Que ce soit sur Kokoskov quand il était au Fenerbahçe. Hier, je regardais sur Basket News, le site lituanien, l'interview de Djordjevic, Alexander Djordjevic, le nouveau coach du Fenerbahçe. Ouais, tout ce qui tombe un peu sur Itoudis, j'adore. Donc oui, beaucoup de choses sur les entraîneurs, beaucoup de matchs. Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que c'est un côté analytique? J'aurais envie de vous dire, c'est un plaisir d'être analytique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement de regarder un match juste pour voir un super match, mais c'est pour apprendre. Je suis vraiment dans une logique, c'est avec Pierre quand on était à L'Asvel qu'il a mis ça en avant, la méthode Kaizen. Et ça m'a fait plaisir de voir Quinn Snyder dans le facility, dans le centre d'entraînement des Jazz, il y a marqué la méthode Kaizen. C'est à peu près partout. Qu'est-ce que c'est? C'est processus d'amélioration continue. C'est une volonté permanente de vouloir apprendre. Donc j'adore et puis ça me permet de continuer à apprendre. Des différents articles que j'ai pu lire sur vous, on vous présente comme un coach qui prend son temps
Est-ce que c'est justement pour perfectionner votre art, à aller chercher à droite à gauche de quoi s'améliorer? Moi, je vais prendre son temps, oui et non, hein. J'ai que 41 ans. J'ai déjà passé quand même 15 ans d'entraîneur à temps plein, soit en tant qu'assistant à Fribourg, soit en tant que coach espoir à Lasvel, à Limoges, coach pro à Neuchâtel en Suisse, à Limoges, les équipes de France, les mini-camps avec les Jazz, Summer League, etc. Donc je ne sais pas après la notion de prendre son temps, mais ce qui est sûr c'est que je suis très perfectionniste. Donc automatiquement une volonté de maîtriser les choses. On en a parlé un petit peu, vous avez parlé de Quinn Snyder. Vous venez de passer un été dans une franchise NBA, 19 jours au sein du Jazz. Racontez-nous un peu cette aventure. Ce qui est top avec les Jazz déjà, c'est que c'est une franchise NBA mais qui est très européenne. Quinn Snyder, moi avant ça j'ai été à un minicamp, ils m'ont invité à un minicamp voilà, pour évaluer des joueurs. J'avais été au training camp avec eux, ce qui m'avait impressionné au training camp c'est un entraîneur de Euroleague, quoi. Il y a de la précision dans tout, la manière dont l'entraînement se déroule, la manière dont il joue, donc la manière dont l'équipe joue, la manière dont les entraînements se déroulent, c'est un entraînement de Euroleague. Ça ressemble vraiment à ça. J'ai vu aucune chose qui un peu peut caricaturer la NBA, très peu d'isolation, très peu de jeu statique, beaucoup de mouvements du ballon, beaucoup de mouvements des joueurs, beaucoup de pick and roll. Ça ressemble vraiment à une équipe européenne avec des joueurs NBA, avec des joueurs du calibre NBA. Et la grande différence quand on est dans une équipe NBA, c'est le niveau des joueurs individuels. Là, quand on est en live et qu'on voit, quand j'avais été au training camp et qu'on voit Donovan Mitchell en live, c'est impressionnant. Quand je vois que Barça, là, il parle de peut-être recruter Dante Exum, il y était quand j'étais au training camp avec les Jazz. Ouais, c'était un joueur en bout de rotation. Et il va peut-être aller à Barcelone. Donovan Mitchell, c'est impressionnant. Je veux dire, la qualité individuelle du joueur, c'est impressionnant. Martin Schiller, il était à l'époque coach de la G-League de Jazz. Et il me disait, lui, il est allemand, il est autrichien, il a travaillé en Allemagne, l'équipe nationale, tout ça, donc il maîtrise le basket européen. Et il disait, c'est fou parce que tous les repères que nous, on peut avoir en Europe d'un mauvais tir, ça n'en est pas un ici. Parce que certains joueurs, ils ont des capacités telles que c'est pas un mauvais tir. Donc pour répondre, donc 2 semaines à Salt Lake City, où là on est vraiment dans un petit cocon, parce que les Jazz, c'est un petit marché, Salt Lake City, par rapport à New York, à LA et compagnie. Et donc il y a une dimension un peu familiale, de proximité avec les entraîneurs. Maintenant, je les connais tous depuis longtemps, le staff, les scouts. Donc voilà, de voir au quotidien leur organisation. Brian Bailey, qui était le coach pour la Summer League, qui est un ancien joueur qui a joué en Allemagne, qui était assistant de la G-League la première fois que j'y étais allé. Maintenant, il est assistant de l'équipe NBA. Donc, voir Quinn Snyder à quel point il était investi. Et puis là, il y avait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait la Summer League, il y avait en même temps la draft qui venait de se finir et la free agency qui commençait. Donc c'était un travail colossal. C'était le feu, tout le temps. Il pouvait se passer des choses partout. Même si c'était une évidence que Brian Conley allait venir. Mais bon, il fallait quand même que ça se fasse, qu'il allait prolonger, pardon. L'arrivée après de Gay, Pachal, etc. Enfin, c'est des choses qui se sont traitées en même temps que la Summer League. Voir tous les entraînements, les matchs sur Lake City. Et après, quand on est parti à Vegas, là, c'est une autre dimension. Donc, on a fait 1 semaine à Salt Lake City et 2 semaines à Vegas, c'est à peu près ça. Là, c'est une autre dimension. Là, par contre, il y a toutes les franchises, tout le monde. Le niveau des matchs, il est vraiment hétérogène. C'est-à-dire qu'ils ont 3 jours d'entraînement et ils jouent plein de matchs tous les jours avec de la fatigue, avec une volonté des joueurs de se montrer. Donc on passe de matchs super à des matchs de qualité moyenne, on rencontre des tonnes de gens. Waouh, énorme. Et puis moi j'ai eu surtout l'occasion, et ça c'est quand même le gros moment pour moi pendant cette Summer League, c'est que dans les installations du UNLV, la fac, Quinn il m'a demandé d'intervenir sur l'attaque de switch, l'attaque des pick and roll switch, et il y avait tout le staff de Jazz. Impressionnant à vivre, tout le staff de Jazz. Il y avait des assistants de certaines franchises NBA qui sont proches de Quinn à titre perso, il y avait des coachs européens, il y avait Erdem Khan qui est devenu assistant de Quinn, il y avait Dainus Adomaitis, il y avait un scout de Boston, il y avait différentes personnes, il y avait le boss de la Basketball African League, Amadou Galofal, Desegana Diop qui est l'assistant maintenant à Houston qui était au Jazz avant, et donc je suis intervenu pendant 1h10 je crois, sur l'attaque de switch, devant eux tous, j'ai montré 9 manières différentes d'attaquer, c'était avec des questions, tout ça, un échange, parce que c'est une manière de défendre qui devient de plus en plus majeure, on rencontre des difficultés sur ça,
quand ils ont joué les Clippers. Et puis encore une fois, Quinn, ce qu'il veut, c'est quand on vient d'Europe, on arrive avec des choses différentes, des choses que on voit moins au quotidien. Mais Quinn est très très européen, ils ont plein de systèmes qui s'appellent avec des noms d'équipes européennes. Mais j'allais dire, mais vous avez finalement cité un peu tout le monde. Donc il y avait Quinn Snyder, Martin Schiller et Adam Chen. On sent que cette organisation est ultra ouverte à tout ce qui se fait dans le basket mondial. C'est une vraie volonté du coach du Jazz de s'ouvrir autant. On a peut-être l'impression que certains coachs NBA ou américains vont être très fermés. Lui, c'est vraiment une volonté de s'ouvrir à tous les baskets pour peut-être se donner le plus de possibilités sur le terrain. Déjà, une première chose, c'est qu'il a été assistant de Messina à Moscou. À Moscou, ouais. C'est quand même pas rien. Un Américain qui vient coacher en Europe, c'est quand même pas rien, ce qui plus en tant qu'assistant, c'est quand même pas quelque chose de fréquent. Je ne sais pas combien d'entraîneurs l'ont fait, mais on doit pouvoir les compter, je pense, les entraîneurs américains qui sont venus assistants en Europe et qui sont maintenant retournés là-bas. Donc il y a un vrai intérêt pour lui de tout ce qui se fait en Europe. Il regarde des matchs, des fois pendant la Summer League, il nous parlait, tiens, j'ai regardé Barzokas, il a fait ça au dernier match sur la... Voilà, on voit qu'il s'y intéresse vraiment et tout le staff est intéressé par ce qui se fait en Europe. Après, quand on voit la composition de leur équipe aussi, on peut le comprendre. Ils ont eu Ricky Rubio, maintenant il est parti, Gobert, Bogdanovic, Joe Ingles. Enfin, donc on pourrait lister un peu tous les joueurs, mais il y a quand même une grosse orientation vers ce qui se fait en Europe. Après, c'est aussi le fait d'avoir Gobert, qui est un formidable roller. Donc toutes les situations de pick and roll avec des alley-oop, il est brillant sur ça. Donc ça veut dire avoir des joueurs qui sont capables de créer autour d'un pick and roll. Et après, il faut des shooters, parce que Gobert, il attire. Il attire tellement toutes les ailes que quand on a des shooters et des joueurs qui savent passer la balle et qui savent aller dans les bons spacing, et ben, ça fait mal. Donc quand on dit et des shooters et des joueurs qui passent la balle et du bon spacing, automatiquement les joueurs européens ils s'y retrouvent plus. Ah oui, évidemment. Plus que s'il y avait de l'isolation et d'autres formes. La NBA, alors c'est une sensation personnelle, mais j'ai l'impression quand même que ça devient de plus en plus européen, ou FIBA on va dire. Le MVP est serbe, le champion est mené par un grec, la pépite est slovène. Est-ce que vous, en tant que technicien, vous le voyez aussi sur le terrain? Pas qu'avec le Jazz, mais si vous regardez un match NBA, est-ce que vous avez cette sensation que cette empreinte arrive de plus en plus? Oui, évidemment. Et puis on peut ajouter Ricky, mine de rien, qui est aujourd'hui peut-être le pivot qui a le plus d'impact, si on considère l'impact défensif, à quel point il a un impact défensif aussi. Les Jazz ont été numéro 1 la saison passée, ils n'ont pas été champions à la fin, mais ils ont été numéro 1, donc ça rajoute un joueur. Ouais, c'est évident. C'est évident que le basket se globalise, mais aussi en Euroleague, on voit des choses qu'on voyait peu avant. On voit des équipes qui jouent avec des formes de jeu Moscou, des fois extrêmement courtes, avec juste du pick and roll, spacing et moins de formes de jeu longues comme traditionnellement on pouvait trouver en Europe. Donc ça se globalise évidemment. Les règles américaines, elles font qu'il y a quand même une petite différence dans le jeu avec les 3 secondes défensives. C'est quand même la chose principale qui modifie le jeu. C'est qu'un défenseur ne peut pas défendre un porteur à l'opposé et être dans la raquette 3 secondes. Et ça, en Europe, c'est quand même une chose principale. Ce qui fait parce qu'en Europe, quand on attaque vers le cercle, les ailes elles arrivent plus vite. Donc il faut avoir des capacités à passer la balle. Et en général, les ailes elles sont organisées, donc côté faible. Et ça, en NBA, il y en a moins. Donc c'est quand même une grande différence qu'il y a entre les deux championnats. Mais le championnat, le monde du basket, il se globalise. Des deux côtés, il y a des choses à prendre. Et est-ce que pour vous, ça va rendre justement le monde du basket beaucoup plus intéressant, à l'image finalement des Jeux Olympiques qu'on a vécu cet été, où on voit que les États-Unis sont plus aussi dominants que ce qu'elles étaient avant? Oui, évidemment. Je suis intervenu moi juste après la finale, quand j'ai fait avec les Jazz, tout ça, et puis je disais heureusement que Kevin Durant n'est pas né à Paris, parce que peut-être sinon le résultat aurait été différent. Mais dans les discussions, on voit bien qu'ils disent oui, mais bon, on aurait pu amener les LeBron James, Curry et quelques autres, et peut-être que ça aurait été encore différent le résultat, même si évidemment que Durant il a un impact majeur. C'est de plus en plus intéressant, c'est de plus en plus proche les deux niveaux évidemment. Après, il y a quand même l'exploitation du jeu intérieur qui est différent. On voit que Gobert en NBA il est utilisé sur des rôles surtout.
rebond offensif et que nous, Vincent Collet a vraiment utilisé, les Américains se changeaient, switchaient donc sur le pick and roll et une volonté plus d'aller le chercher dans la raquette, provoquer des fautes. Et il y a quand même un impact plus important dans le basket européen du jeu intérieur, vraiment. Là où en NBA maintenant, les analytics montrent que voilà, il faut marquer des lay-ups, des lancers francs et des tirs à trois points dans les corners. Et les équipes recherchent ça énormément. Là où nous, la part donnée aux analytics, elle est un peu moins grande en Europe. Et aller se rapprocher du cercle en donnant la balle à Gobert quand il a un mismatch, c'est quand même quelque chose qui est important en Europe encore. Est-ce que vous avez une préférence, du coup, vu que vous avez côtoyé tous les baskets, entre ce jeu dit NBA et le jeu FIBA? Le basket européen, c'est quand même super riche. C'est quand même proche de ce que j'ai l'habitude de voir. Chaque match, Jasikevičius disait dans une dernière interview, c'est une war, a dog war. Voilà, chaque match c'est une finale. Et donc c'est vers ça, c'est avec ça que j'ai été bercé, et c'est ça que j'ai regardé au tout début, même si évidemment de plus en plus les équipes NBA ça m'intéresse de voir, mais je suis tourné automatiquement vers le basket européen. Après, encore une fois, Utah c'est autre chose. Utah c'est une équipe qui joue un basket très proche de ce qu'on fait en Europe. Ben justement, on va revenir un peu sur le vieux continent. Vous avez fait ce fameux road trip en Espagne. Donc j'ai regardé 8 entraînements, 5 matchs, différentes compétitions, quasiment toutes, Euroleague, Eurocup, BCL et l'ACB. Ouais. Comme pour le Jazz, racontez-nous un peu ce moment en Espagne. Alors j'ai commencé par voir les entraînements de Pedro Martinez, c'est top, c'est vraiment bien, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ça a le jeu rapide et l'ouverture dans le jeu du basket espagnol, mais aussi de la précision dans le jeu, de la maîtrise. Et, quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir en basket européen, et je pense par rapport à un entraîneur comme Vincent Collet. Voilà. Un bon mixte finalement entre, j'ai été voir Badalone après, Carles Duran, où là c'est vraiment Badalone. C'est-à-dire que ce soit dans les choix défensifs, les next, le jeu offensif, où on ne peut pas prendre de notes sur un entraînement. Parce que sur une même action, sur un même écran sortant, ils peuvent faire ça ou ça ou ça ou ça. Très ouvert, multi-options. C'est là qu'on voit que des joueurs formés à l'école de Badalone, comme ils ont eux, ils s'y retrouvent. C'est là qu'on voit à quel point Pau Ribas, à quel point Ante Tomic. Ouais, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'un jeu avec des tonnes d'options, très ouverts. Ce qu'on peut voir avec Berlin, avec Aito maintenant, avec Israël Gonzalez, c'est ce type de basket-là. Là où Pedro Martinez, c'était un mix un peu entre les deux. J'ai adoré vraiment cette partie-là. Donc j'ai vu les matchs de Manresa contre Pinarskaya avec un Matenbay qui avait été très bon. J'ai vu le match Turk Telecom qui est venu à Badalone. C'était aussi intéressant de voir le lendemain. J'avais vu les entraînements, 2 entraînements, et de voir le lendemain le match. Et puis Saras, c'était top. Là par contre, c'est le seul match où j'ai voulu acheter un billet pour avoir un billet juste derrière. Et je tendais le bras et je touchais le dos de Saras. Donc j'ai pu voir en live à quel point le niveau d'énergie, c'était impressionnant. Son niveau d'énergie. Pas que négatif comme on peut voir à la télé quand il y a des gros plans, uniquement quand il s'emporte sur un joueur. Son niveau de préparation, à quel point on sent à quel point c'est maîtrisé, on fait ça, puis ça, puis ça. C'est quand même des choses qui sont assez impressionnantes de voir en live. Voilà, le niveau de passion. Je me suis dit, mais c'est un joueur, à la fin du match, il est aussi fatigué que les joueurs. Vraiment. C'était vraiment inspirant, beau à voir. Chapeau. Vraiment, j'ai eu la sensation de voir Zelchko, voilà, dans d'autres notre personnalité quand même, mais c'était de voir ça. Et puis après, j'ai enchaîné pour aller à Madrid. Donc j'ai vu 2 matchs du Real contre Zalgiris, et puis le surlendemain contre Fuenlabrada avec le tir de Hurtel au buzzer qui fait gagner l'équipe. Complètement différent. Les entraînements Fuenlabrada, l'intensité énorme, le niveau d'intensité vraiment très haut. Et puis Madrid, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point ils maîtrisent. C'est une équipe NBA, ils maîtrisent, il n'y a jamais trop de panique. Nulle part. Ils savent quand il y a un temps important dans le match où il faudra accélérer, ils le font. Et le reste du temps, on a l'impression que le match il se déroule au niveau de maîtrise hors du commun. La gestion de Pablo Lasso qui est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas pendant 10, 12, 15 minutes, une mi-temps, et puis ils jouent 12, 13 minutes de suite la deuxième mi-temps. Voilà, c'est je crois le seul coach en Europe qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas pendant. Et puis
tout le monde a l'air de comprendre. Et puis après, quand il rentre, mais il rentre longtemps. Donc voilà, et puis c'était bien de voir autant de Français quand même, parce que j'ai quand même chambré un peu mes collègues entraîneurs espagnols en disant que je ne savais pas que je venais voir un match de l'équipe de France. Vous avez parlé de Saras, forcément, qui marque depuis l'année dernière avec son équipe de Barcelone. Des fois, on a la sensation, et justement, vu que vous l'avez vu de près, ça va peut-être nous éclairer, on a la sensation des fois qu'il est tellement méticuleux, tellement exigeant, que parfois son groupe a du mal à suivre. Est-ce que vous avez eu cette sensation parfois ou... On sent que son niveau de maîtrise, de préparation, le socle, il est extrêmement large. Vraiment. On sent qu'il maîtrise complètement son sujet. C'est extrêmement... il y a peu de place à l'improvisation, au hasard, c'est très tenu. Et donc automatiquement, ça demande du temps parce que les joueurs qui sont sur le terrain, pour mettre en place tout ça, malgré le contexte, les fautes, l'arbitrage, la frustration du moment, ça demande du temps. Mais il arrive, il perd en finale de l'Euroleague, il gagne la CB juste après. Donc évidemment, après il est exigeant, il l'est toujours, et on sent que c'est une volonté de sa part de maintenir tout le monde sous pression, il y a une exigence énorme. Mais je trouve que l'équipe elle joue vraiment comme lui souhaite qu'elle joue. Il n'y a aucun doute. Et par contre, c'est intéressant de voir les différences de style. C'est-à-dire que Saras, c'est très scripté, très organisé, méthodique, et des lectures, on sait comment, voilà, s'il change, on attaque de cette manière-là. Et à l'opposé, j'ai vu Badalone, où là, multitude d'options, et il n'y a pas deux actions qui vont se ressembler réellement. Et c'est l'équipe qui gagne, Badalone aussi, et qui gagne en championnat, et qui gagne en Coupe d'Europe. Donc ça montre, il y a plusieurs manières, plusieurs styles en fonction des personnalités des entraîneurs, et en fonction des ressources des joueurs. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec certains coachs sur place? Oui. Pedro Martinez plusieurs fois, tous, quasiment tous. C'est facile d'accéder à leurs installations? Ils sont très ouverts aussi à l'échange? Barça-Madrid, non. Parce qu'ils sont sursollicités tout le temps, par des sports différents, par des gens du monde entier, donc non. Les autres, très très simple. Tous les autres, vraiment aucune difficulté à échanger avec eux. On m'a dit qu'à l'époque du CSP, notamment quand vous étiez en coach des espoirs, vous avez travaillé avec Duško Vujošević, et j'ai cru comprendre de sources sûres qu'il y a eu des grandes discussions sur les trajets. Quelqu'un comme lui, ça doit être quelqu'un qui a dû rendre ces discussions fascinantes et absolument passionnantes. Oui, et Duško, Doulé, déjà vraiment, moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'il soit, malgré, quand il est à Limoges, il était malade, malgré son âge, la maladie, surtout la maladie, à quel point il est passionné de basket. Il est resté aux entraînements espoirs pendant une demi-heure, assis à la table de marque, sans téléphone, sans rien, assis à la table de marque une demi-heure à regarder l'entraînement des espoirs. C'est rare de voir ça, et sa passion du basket, elle est énorme. On a eu plein d'échanges sur des thèmes très variés, de ce que c'est que le métier d'entraîneur, de ce que c'est comment doit se comporter un entraîneur, et de plein d'autres choses. Il est passionné de théâtre, et il m'avait offert un livre sur le théâtre. Il y a plein de choses que j'ai notées, des discussions que j'ai eues avec Doulé, parce que j'essaie de tout noter, tout le temps. Et il y a plein de choses que sur le fait je ne comprenais pas, et maintenant avec le temps j'arrive un peu plus à comprendre. C'est quelqu'un d'une grande ouverture, quelqu'un qui est invité sur les plateaux télé en Serbie quand il parle de littérature, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un d'érudit au-delà même du basket. Si vous aviez le choix de coacher une équipe avec l'effectif là, tel qu'il est, quelle équipe vous donnera envie? En Europe, en NBA, qu'importe. Quelle équipe vous donnera envie? C'est une question qui peut être sensible, à laquelle je vais répondre. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de tendre une perche à une équipe, à un club, pour un prochain job. Donc non, évidemment, quand je regarde jouer Barcelone, avec la manière dont l'équipe joue, avec le fait que j'ai regardé tous les matchs la saison passée, donc j'ai la sensation de comprendre ce que Saras fait, quand, pourquoi, etc. Ce sera aujourd'hui l'équipe dans laquelle je me sentirai entre guillemets le plus à l'aise, parce que j'ai la sensation de vraiment comprendre, connaître. J'ai qu'un match de retard, c'est le dernier match qu'ils ont joué quand ils ont reçu Zalgiris, mais sinon j'ai tout vu, et c'est top. Et puis ils ont des absents, faut pas l'oublier, donc en plus ils seront encore plus forts.
Si vous aviez un 5 de joueurs à nous donner que vous aimeriez coacher, lequel ce serait? De joueurs actuels. Ah. On peut mixer entre tout. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, en 5, Rudy Gobert, il n'y a pas l'ombre d'un doute, parce que c'est quand même aujourd'hui le joueur qui a le plus d'impact dans le basket en poste 5, là il n'y a aucun doute. Sur le poste 4, allez, je dirais Amine Noah, parce que je l'ai eu à Lasvel pendant quelques années. C'était l'entraîneur, c'était un jeune joueur que j'ai pris en espoir, il était cadet, on l'a fait jouer au Trophée du Futur alors qu'il était beaucoup plus jeune et il a performé. Chez Rouen, je me rappelle très bien. En poste 3, je dirais, allez, c'est un 3-2, je dirais Nicolas Lang, parce que en saison 2019-2020, quand j'ai repris, il revenait de sa grave blessure à la jambe qu'il avait eue à Strasbourg, dans un accident qui avait rien à voir avec le terrain de basket. Et puis c'est beau de voir un joueur qui au départ n'avait pas peut-être toutes les aptitudes physiques à devenir un basketteur de très haut niveau, et son investissement. Parce que là pour le coup c'est du à peu près jamais vu quand même, parce que ce qu'il est capable de faire en termes de charge de travail avant les entraînements, pendant les entraînements, dehors des entraînements, à la maison, pendant le Covid, il allait courir parce qu'il ressentait qu'il avait besoin l'année d'après d'avoir plus de capacité aérobique, il allait courir tôt le matin, etc. Enfin je veux dire, chapeau, à quel point il se donne les moyens. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est à quel point il se donne les moyens pour performer, à quel point il progresse, et ce qu'il fait en équipe de France, ça met en valeur ça. Et je pense qu'en tant qu'ancien entraîneur de centre de formation, c'est quand même un point que j'essaie de mettre en avant, c'est que certes il y a des gens qui ont des capacités naturelles, physiques, ou un talent hors du commun. Le tir, c'est un talent hors du commun, il l'a, mais il s'est donné les moyens. Voilà. Tout ce qu'il fait pour optimiser ses performances, c'est top. Voilà, sur le poste 2, il y aurait différents joueurs qui me sembleraient performer, mais l'année dernière j'ai pris vraiment de plaisir avec Phil Scrub. C'est top. La personne, ce qu'il a pu faire tous les jours, les entraînements, les matchs, c'était first class, rien à dire. Vraiment un joueur qui a des capacités de lecture hors du commun, une capacité de passe qui est unselfish complètement, qui s'entraîne fort. C'est vraiment super. Et puis un meneur de jeu, un joueur qui m'avait impressionné à l'époque où j'étais à Lasvel, c'était Casper Ware. Ouais. Casper Ware, capacité défensive incroyable, le côté clutch, forte personnalité. C'est quand même un joueur que j'avais trouvé hors du commun, même si j'ai pris énormément de plaisir l'année dernière avec Demarcus Nelson, mais depuis en activité. Et donc votre question c'était le joueur en activité. Parce que c'est un vrai leader. Parce que Demarcus il joue pour gagner. Et à quel point pour lui, ce qu'il faut faire pour gagner, il le fera, même si c'est pas tirer, faire des passes, même si c'est une manière de se comporter avec l'équipe, etc., avec ses coéquipiers, avec son entraîneur. Top. On a un hebdo, nous, sur l'Euroleague, qu'on traite toutes les semaines. On va se jouer le jeu des pronostics. Si vous aviez un Final Four, donc les 4 équipes de fin à nous donner, pour vous... Ok, aujourd'hui, d'accord. Barça-Madrid, je pense. J'aimerais voir comment ça va se passer à Moscou avec les blessures, les retours, etc. Anadolu, il faudra voir comment ça va se passer aussi. J'aimerais bien dire Asvel. Pourquoi pas? J'aimerais bien dire Asvel. Pareil, il va falloir voir les blessures et les retours. Exactement. J'aimerais bien dire Asvel. Donc là, ça va être plus un choix de patriote, un choix pour l'entraîneur TJ, pour le club, parce que j'ai passé des années avec Pierre, avec TJ, avec Elric Delors, tout ça. Donc j'aimerais bien voir Asvel. Donc Barça Madrid, l'Asvel. Puis c'est difficile après de partager parce qu'il y a quand même quelques. Ça fait du monde après. Quelques très très bonnes équipes. Mais voilà, I210. J'ai toujours avec Moscou, j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve que c'est bluffant son niveau de contrôle, de maîtrise, malgré les succès toutes les années, jamais laissé griser. C'est ça la beauté de ce qui se passe dans le basket européen, c'est à quel point c'est compétitif et que c'est dur de durer. Et donc je dirais Moscou. Et une chose que je mets souvent en avant sur la différence NBA et Euroleague, c'est il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, Golden State, ils étaient derniers, c'est ça?
2 ou 3 ans, je crois que c'était dernier. Oui, il y a 2 ans. Jamais on verra en Europe Madrid, Barcelone, Fenerbahçe, CSKA finir dernier, soit de leur compétition, soit de l'Euroleague. Mais voilà, ils ont des blessés de joueurs majeurs. Et là où l'Euroleague, c'est quand même l'Europe, c'est quand même des championnats de clubs, le Real Madrid, le FC Barcelone, etc., de tous ces clubs-là, de coachs, avec les noms qu'on a cités auparavant. Et le règlement NBA fait que, mine de rien, quand tu n'as pas Curry, tu ne peux pas le remplacer. Nous, ils ont blessé Higgins, etc. Ils vont peut-être prendre dans tes exams, il y a des blessés ici, là, on peut récupérer des joueurs. Je pense qu'il n'y a personne. Tu me laisses Curry, fini. On arrive sur la fin. Qu'est-ce qui vous manque le plus en tant que coach, là? Dans cette période en ce moment? Ouais. Déjà, c'est une période très agréable. La première chose, c'est vraiment celle-là, très agréable. Le fait d'avoir pu passer du temps en NBA, de vraiment être immergé complètement, le fait d'avoir la possibilité, le temps d'aller en Espagne, de voir ça, de voir autant de matchs, le fait de pouvoir se questionner un peu sur des choses ici et là, de passer du temps en famille, c'est une période très agréable. Après, ce que je sens qui commence à titiller de plus en plus, c'est l'adrénaline du métier, de résoudre des problèmes. Mine de rien, mais l'entraîneur, c'est résoudre des problèmes, c'est prendre des décisions. Et ça, c'est des choses qui manquent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? De trouver une équipe, un projet qui soit attrayant, intéressant, épanouissant, j'ai pas de doute, parce que ça me plaît, ça me passionne tellement que, évidemment, ce que j'ai toujours voulu faire, et je fais ce que j'ai toujours voulu faire, donc on peut pas rêver beaucoup mieux. Donc voilà, mais en même temps, il ne faut pas non plus être pressé à l'excès et de pas aller dans quelque chose qui soit un projet intéressant, mais voilà, c'est tout. Vous avez un projet qui vous attirait plus, retourner sur des jeunes, avoir une Coupe d'Europe en ligne de mire? Il y a un projet qui vous attire plus qu'un autre? Aujourd'hui, voilà, quand on est entraîneur pro avec des pros, plus que dire une équipe, une équipe intéressante dans un club, sain, plutôt structuré, c'est ce qu'on veut. Après, Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe, ça c'est la suite. David Blatt, il disait toujours, c'est wins never win, never lead, always follow. Voilà, le succès, les victoires, ça, c'est jamais devant, ça suit. Et donc voilà, après avoir une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qu'on peut gagner aussi sur le terrain. Mehdi, merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir donné de votre temps. C'était un réel plaisir. Merci, avec plaisir. Beer basket.